Bonjour. Je vous propose de continuer aujourd'hui la série sur la Révolution et pour vous rappeler rapidement où on en était à la fin du deuxième épisode, vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'état de crise de la France avant 1789, contestation de l'ordre social, notamment par la bourgeoisie et la classe moyenne qui avaient émergé, même si elle restait largement minoritaire, crispation de la société de l'Ancien Régime autour des privilèges, notamment dans la noblesse, ce mouvement qu'on a appelé de réaction nobiliaire pour faire valoir ses privilèges en opposition avec le reste de la population, une crise financière dramatique qui semble appeler rapidement une banqueroute, une faillite de l'État, et enfin, la cerise sur le gâteau, des récoltes mauvaises qui entraînent une situation de disette dans certaines parties du territoire et une forte hausse du prix des aliments, notamment du pain, dans les grandes villes, et surtout à Paris. Donc pour essayer de débloquer cette situation un peu catastrophique, les États généraux sont convoqués en mai 1789. Les États généraux, cette assemblée qui représente les trois ordres de la société d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et tout le reste, c'est-à-dire le tiers-État, qui donc se réunit à Versailles en début mai 1789, mais très vite, les États généraux se bloquent et ça aboutit, après quelques maladresses du pouvoir, à ce que les députés du tiers-État, rejoints par quelques députés de la noblesse et du clergé, s'enferment dans la salle dite du jeu de paume, se proclament Assemblée nationale, ce qui est une sorte d'affront à l'institution monarchique, et promettent, c'est le serment du jeu de paume, du 20 juin 1789, donc à peu près un mois et demi après le début des États généraux, promettent de donner une constitution à la France, et en faisant ça, provoque une sorte de révolution juridique qui précède les autres bouleversements qui vont avoir lieu. Initialement, Louis XVI paraît accepter le fait accompli, mais quelques jours après, fait monter des troupes vers Paris et Versailles, et cette montée de troupes accélère les troubles dans Paris, qui sont la résultante à la fois de l'insatisfaction du peuple de Paris à cause du prix du pain et de cette peur que les troupes ne bloquent l'approvisionnement, également de l'insatisfaction des classes plus privilégiées, enfin plus favorisées, la bourgeoisie notamment, qui voit les États généraux ne pas déboucher sur les réformes de société et juridiques qui étaient espérées. Et la situation dégénère dans Paris avec des soulèvements de plus en plus forts jusqu'à ce jour du 14 juillet 1789 où je vous avais laissé la dernière fois. Le 14 juillet, ça correspond bien sûr à la prise de la Bastille, et très rapidement c'est devenu un symbole du renversement de l'arbitraire royal par le peuple. Pourquoi? Parce que la Bastille était une vieille forteresse dans l'est de Paris qui servait à embastiller, en réalité emprisonner, des gens qui étaient envoyés à la Bastille sans procès, simplement par une lettre de cachet, c'est-à-dire
un ordre d'emprisonnement émis par la monarchie. Et donc à ce titre, la Bastille pouvait apparaître comme ce symbole de l'arbitraire, de la tyrannie de la monarchie. Mais pour autant, dans l'esprit des émeutiers du 14 juillet 1789, ça n'est pas du tout cette idée qui domine. Ils veulent prendre la Bastille parce qu'ils ont besoin de poudre. Ils ont saisi des armes, notamment à l'hôtel des Invalides, qui lui est à l'ouest de Paris, dans le 7e arrondissement actuel, et pour faire fonctionner ces armes et se préparer à riposter si les troupes qui s'approchent de Paris tentaient d'y pénétrer, il faut de la poudre. La poudre est stockée à la Bastille, et donc on va menacer la garde qui tient la forteresse, à peine quelques hommes en réalité, et la forteresse s'ouvre d'elle-même contre la promesse de ne pas attenter au jour de son gouverneur et des soldats qui la gardent. Mais dans le feu de l'action, après que les Parisiens se soient engouffrés dans la Bastille, le gouverneur sera quand même exécuté et sa tête mise au bout d'une pique qui défile dans Paris. Et une nouvelle fois, Louis XVI, confronté à cette prise de la Bastille, qui est donc, après l'affront juridique de l'Assemblée nationale, un nouvel accroc à son pouvoir, va à nouveau accepter le fait accompli. Il y a une sorte de gouvernement autonome de Paris qui se met en place, que Louis XVI va plus ou moins reconnaître. Il se rend à Paris le 17 juillet, 3 jours après la chute de la Bastille, et reconnaît la prise d'autonomie de Paris. On est après dans une sorte de flottement, puisqu'il y a cette réconciliation apparente de Paris avec son roi, mais le pouvoir vient de prendre une suite de gifles dans la figure et semble incapable d'émettre une réponse, une politique claire vis-à-vis de ce qui vient de se passer. La renommée de cet événement, de la prise de la Bastille, va se répandre très rapidement dans l'ensemble du pays et va entraîner une première vague d'émigration de la noblesse. Alors, on n'est pas encore dans une situation de panique à ce moment-là. Certaines familles nobles pensent juste aller se mettre à l'abri, se mettre au vert quelques mois avant de revenir quand les choses se seront calmées, mais on voit déjà quelques nobles émigrer vers l'Allemagne, vers l'Angleterre, certains vers les Pays-Bas également, essentiellement pour se prémunir contre les troubles qui sont en train de secouer la France. L'Assemblée nationale, qui donc elle est toujours réunie à Versailles, s'enhardit en voyant que le pouvoir apparaît incapable de imposer son autorité à la fois à Paris et à cette propre assemblée autoproclamée. Et en s'engouffrant dans cette porte qui est ouverte, elle va à nouveau poser un acte extrêmement important le 4 août 1789, 3 semaines après la chute de la Bastille, avec ce qu'on appelle la nuit du 4 août, pendant laquelle l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges. Et cette date est aussi importante que celle du serment du jeu de paume du 26 juin, puisque elle met fin, par un vote qui se fait en l'absence du roi et hors de
de son acceptation, elle met fin à la société d'Ancien Régime en faisant disparaître tous les privilèges fiscaux qui s'attachaient aux classes privilégiées de la société. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre, ceci dit, qui sont ces membres de l'Assemblée nationale de 1789. Sociologiquement, ce sont, je vous l'avais dit, des députés du tiers-état avec quelques représentants de la noblesse et du clergé. Mais le profil sociologique de ces députés reflète en fait très peu celui du pays. Parmi les députés du tiers-état, par exemple, qui sont un peu moins de 600, il y a plus de 200 avocats, il y a plus de 200 gros propriétaires terriens, des paysans enrichis, si on veut, et puis il y a des représentants aussi de la grande bourgeoisie. Donc en fait, on est face à une assemblée qu'on pourrait appeler de possédants, des gens qui sont éduqués, qui ont du patrimoine, et c'est bien cette caractéristique sociologique qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce qui va se passer. En août et en septembre 1789, l'Assemblée nationale va commencer à voter les premiers articles de la Constitution, et elle va également voter un texte d'une importance capitale qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle reflète parfaitement les idéaux ou le programme politique de cette classe moyenne éduquée et de cette bourgeoisie dont je vous parlais auparavant. Et si derrière cette déclaration et ce programme politique, il y a un philosophe ou un penseur significatif, il s'agirait de Voltaire, probablement. Voltaire, il est mort depuis plusieurs années quand la Révolution commence, mais c'est à la fois politiquement et socialement le maître à penser de cette Révolution de 1789. Et justement, même si je m'étais promis de ne pas faire trop de digressions, je vais en faire une sur Voltaire, parce que l'image contemporaine de Voltaire me paraît assez éloignée de la complexité et de la réalité du personnage. Quand j'étais à l'école, on m'a présenté Voltaire essentiellement comme un philosophe brillant, obsédé par le respect des droits de la personne, par la justice, par la rationalité. Donc on vous présente à travers ses contes philosophiques, à travers ses prises de position politiques ou ses combats judiciaires pour faire innocenter des gens qui étaient accusés à tort. On nous le présente comme un adversaire de l'arbitraire royal, comme quelqu'un qui libère la pensée et l'individu. Tout ceci est vrai, mais pas seulement. Il est étonnant que Voltaire soit une sorte d'icône, notamment pour des gens de gauche, parce que il est tout à fait exact que Voltaire s'est battu pour les droits individuels, pour la justice, et pour beaucoup des valeurs qui sont reflétées par la Déclaration des droits de l'homme, mais sur le plan social, Voltaire a des conceptions extrêmement élitistes et quelque part conservatrices. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la question sociale et qui trouve même tout à fait justifié que la société soit extrêmement inégalitaire. Il défend une organisation sociale dans laquelle une petite minorité détient la richesse, le pouvoir. Il est à l'opposé de toute idée démocratique
d'un régime dans lequel le droit de vote pourrait être étendu à l'ensemble de la population. Il ne s'intéresse pas spécialement à la condition sociale des classes les plus pauvres. Il fait même preuve très souvent dans ses écrits ou dans ses déclarations d'un véritable racisme social. Il n'aime pas les pauvres, et pour lui, les pauvres, les bons pauvres sont ceux qui acceptent leurs conditions sans protester. Et il y a aussi dans la personnalité de Voltaire beaucoup de cynisme. Ça n'est pas un être véritablement froid et méchant, mais d'une part, il est capable de beaucoup de cruauté. Si vous avez vu ce film qui s'appelle Ridicule, qui a, je pense, une grosse dizaine d'années, qui vous montre l'ambiance de la cour. Le film n'est pas situé dans le temps, mais sans doute quelques années avant la Révolution, où les gens font preuve d'un esprit très cinglant et d'un humour cruel. C'est tout à fait ça, l'humour de Voltaire, c'est-à-dire un humour froid et méchant, quelque part, qui est très spirituel. Ça peut être très drôle, mais ça n'est pas du tout bienveillant. Et d'ailleurs, Voltaire, au cours de sa carrière, va littéralement tuer la carrière d'autres écrivains de théâtre, par exemple, par des critiques extrêmement spirituelles, mais meurtrières dans la société de l'époque. C'est aussi un personnage dont le cynisme se voit dans l'enrichissement personnel. Voltaire, qui n'avait pas spécialement de fortune à ses débuts, s'est enrichi de façon gigantesque, véritablement spectaculaire, par des spéculations et en trempant dans ce qu'on appelait à l'époque les fournitures militaires. Les fournitures militaires, c'était un procédé par lequel de grandes fortunes se sont constituées au XVIIIe siècle. Quand je vous parlais du désordre des finances publiques dans la première vidéo et des formes de corruption qui pouvaient exister, c'en est un assez bon exemple. Les fournisseurs militaires étaient les gens qui fournissaient aux armées, ils avaient une sorte de contrat avec l'État, les équipements dont les armées avaient besoin. Et ce business de la fourniture militaire permettait généralement, par la corruption, de faire des marges considérables. Par exemple, on signait un contrat pour fournir 10 000 uniformes, et en soudoyant les fonctionnaires responsables de la réception de ce matériel, on pouvait n'en fournir que 5 000, ou alors d'une qualité très inférieure à celle qui était prévue par le contrat, et empocher l'argent en versant quelques pots de vin ici et là pour que la manœuvre fonctionne. Et enfin, pour en donner une dernière illustration, on retrouve aussi le cynisme de Voltaire dans son approche vis-à-vis de la religion. Voltaire voue une haine profonde, vraiment viscérale, au catholicisme. Tout ce qu'il écrit sur le catholicisme est très agressif, parfois même c'est ordurier. Il a fait notamment un pamphlet sur Jeanne d'Arc avec la volonté évidente de salir le personnage. Certains de ses biographes imaginent que cette haine du catholicisme vient d'expériences pénibles qu'il a eues dans son enfance, mais quand il s'agit de l'ordre social, ou quand parfois il s'adresse à des gens qu'il sait catholiques et respectueux de l'Église, on retrouve ce cynisme en évoquant par exemple l'Église comme une institution bien pratique pour faire tenir le peuple en place et faire accepter aux pauvres leurs conditions en leur promettant
un avenir après la mort, qui va surtout éviter qu'ils se rebellent pendant la partie terrestre de leur existence. Donc, d'une part, il est assez étonnant de voir des gens qui défendent des valeurs très éloignées finalement de celles-là ne retenir de Voltaire que la partie qui les arrange de son œuvre, qu'il faut d'ailleurs prendre en considération. Je crois simplement que ça appelle un jugement équilibré. Et on peut comprendre dans ces conditions que Voltaire soit une véritable référence pour ces membres de l'Assemblée nationale de 1789. Puisque, comme je vous le disais, ce sont tous des possédants. Ils veulent bien faire des réformes de type juridique, garantir des droits, mettre fin aux privilèges, garantir surtout, très important, la propriété privée, puisque c'est ça qui va écrire dans le marbre que leur propriété ne peut pas être remise en cause. Mais sur le plan social, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent particulièrement à l'amélioration de la condition des ouvriers et des paysans, et qui veulent mettre en place une forme de redistribution. L'égalité économique n'est pas du tout au cœur de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et toute la production législative de l'Assemblée nationale va refléter ces valeurs de la bourgeoisie de 1789. Ça veut dire un accent très important mis sur la propriété, qui est mentionnée comme un droit fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'absence des privilèges, puisque cette classe privilégiée économiquement ne veut pas de privilèges juridiques, et derrière, il va y avoir, dès les années 1790, une forme de contestation de ces conceptions de l'Assemblée nationale par ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche ou l'extrême gauche, de gens qui vont soulever cette tension quelque part irréductible entre la question des libertés juridiques, théoriques, et des libertés réelles, celles que effectivement on peut exploiter. Pour le dire plus clairement, quand vous êtes à l'époque, quand vous appartenez à la classe ouvrière ou à la paysannerie, que vous n'avez pas d'éducation, et surtout que vous travaillez à n'en plus finir simplement pour survivre, les droits qui vous sont concédés restent en fait théoriques. Comme vous êtes dans la misère et que votre seule préoccupation c'est la survie, vous ne pouvez en fait pas en profiter, pas les exploiter. Et ça, c'est un point que très vite d'autres révolutionnaires, j'en reparlerai plus tard, mais notamment Robespierre, vont soulever. Je termine la parenthèse en mentionnant aussi que vous voyez que cette tension entre les libertés théoriques et les libertés effectives, c'est quelque chose qui traverse toutes les sociétés démocratiques depuis cette époque, qui reste encore aujourd'hui un vrai sujet, et qui va beaucoup alimenter aussi la pensée des philosophes et hommes politiques socialistes au XIXe siècle, en tentant de trouver des modèles de société à travers des utopies et plus tard des constructions politiques qui permettraient justement à chacun d'exercer cette liberté, mais ceci se fait toujours dans une tension avec la notion d'égalité, puisque vouloir une égalité de moyens offerte à tous, c'est forcément aussi réduire la liberté de certains, puisque une liberté absolue entraîne forcément des inégalités, et
un des grands axes de réflexion ou une des grandes tensions qui existent dans la pensée politique, justement, c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre possible et souhaitable entre ces impératifs à la fois de liberté et d'égalité, sujet qui est sans doute loin d'être épuisé aujourd'hui. Vous voyez que tout ça prend corps en fait dans cette expérimentation politique et sociale que va être la Révolution. Donc on revient à notre histoire. On est maintenant en septembre 1789 et la France à ce moment vit dans une situation de flottement en fait. Le roi a semblé accepter les faits accomplis qui lui ont été mis sous le nez, le contrôle de Paris qui semble plus ou moins lui avoir échappé, en France cette contagion des événements qui viennent d'avoir lieu à Paris qui touche les grandes villes, et puis la révolution juridique à marche forcée que l'Assemblée nationale, depuis Versailles, est en train de mettre en place. À cette époque, le pouvoir royal donne l'impression de tenir vraiment à pas grand-chose. Comme les émeutes liées au problème de l'approvisionnement en nourriture restent importantes, on voit début octobre 1789, les 5 et 6 octobre, un autre épisode assez connu qui est une marche de la population parisienne, composée en grande partie de femmes, vers Versailles pour exiger du pain. Alors il y a une sorte de cliché à cette époque, répandu par des révolutionnaires hostiles à la monarchie dans les années suivantes, qui veut que on ait prêté à Marie-Antoinette cette réponse alors qu'on lui demandait qu'elle demandait pourquoi les révoltés venaient protester à Versailles et qu'on lui expliquait qu'ils n'avaient pas de pain. Elle aurait répondu qu'on leur donne de la brioche. C'est probablement inventé comme réplique, mais ça vous montre par la suite comment l'image de la monarchie et du couple Louis XVI-Marie-Antoinette va être extrêmement attaquée et se détériorer à la fois de leur propre fait, j'en reparlerai plus tard, mais aussi par une volonté de propagande anti-monarchiste. Et cette séquence, si on veut, se termine par une ultime humiliation en octobre 1789, qui est un changement de capitale qui là encore se fait sans l'avis de Louis XVI. Versailles, qui était la capitale politique de la France depuis Louis XIV, est abandonnée et Paris redevient la capitale officielle du royaume. Et pour bien le symboliser, l'Assemblée nationale maintenant quitte Versailles pour se réinstaller à Paris, et le roi est ramené, sans qu'on lui demande véritablement son avis, de Versailles à Paris, Versailles que plus jamais les monarques ne retrouveront jusqu'à leur mort. On est maintenant fin 1789, et comme vous allez le voir, les événements vont continuer à s'enchaîner de façon assez trépidante dans le prochain épisode. À bientôt.